k de 0 à n. Alors, la covariance spatio-temporelle est égale à la SVD de UVD, voilà, ou alors V est une matrice diagonale, hein, bien évidemment. Si matrice est une matrice diagonale avec ces diagonales étant les valeurs propres de I, on a une représentation spectrale de notre matrice de covariance. Si on lui ajoute une information temporelle, avec un vecteur temporel, on a une information spatio-temporelle en plus de notre information spatiale. Là, ça devient intéressant. Oui. Mais je savais. Mais je savais que c'est ça. Oui. Oui. Du coup, on peut appréhender les phénomènes hétérogènes, hein, les phénomènes spatiaux qui sont forcément plus décrits comme des vecteurs propres. Quoi? Non, ça vous... Pardon. Parce que vous ne comprenez pas qu'il faut me regarder comme ça. Ah. Et bon, ok, d'accord, les vecteurs propres, c'est vrai qu'on aurait pu les représenter avec, autrement, en vecteur colonne, parce que après, pour faire des opérations algorithmiques dans les de manière matricielle. Ok. Ah oui, d'accord. Bon, mais vous savez, moi, je ne comprends pas non plus ce que je fais, parfois je suis un peu perdu, puis de toute façon, ça ne sert à rien ce que je fais. Personne ne comprend, jamais rien, toujours dans son labo à travailler tout seul. Excusez-moi, je me reprends. Je m'appelle Alexandre, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, pas trop fort. Non. Alexandre, étudiant en thèse. Voilà. Donc en fait, étudiant en thèse, ça veut dire apprenti chercheur, hein, apprenti scientifique, hein, parce qu'on ne fait pas vraiment de la science encore. Non, c'est temps de thèse et puis chercheur, étudiant en thèse. Enfin, bon. Et bon, la thèse, c'est la formation à la recherche par la recherche. Hein, je fais de la recherche, puis je suis aussi un étudiant. Bien pratique, hein, vous pourrez me dire. J'ai ma carte étudiante quelque part là qui traîne. Je peux vous la montrer. Je suis un étudiant, oui. Mais je travaille aussi, donc j'ai un salaire. Voilà. On y reviendra après sur ce que c'est la thèse. Parce que c'est de la recherche, un peu. Alors, on va laisser tomber les matrices de covariance spatio-temporelle, hein, et puis les vecteurs propres, tout ça, et puis on va énoncer des trucs un peu plus simples, un peu plus logiques. Si je vous dis les saisons, hein, été, hiver, automne, printemps, sont causées par la variation de la distance entre la Terre et le Soleil. Oui. Je vois plein de oui, je vois quelques non. On est d'accord, non? On est d'accord. C'est... Ah, entre autres. Non, c'est quand même logique. Enfin, je veux dire, il y a un truc, c'est-à-dire que la Terre, en hiver, est légèrement... Vous savez, la Terre décrit une ellipse autour du Soleil, d'accord? Alors la Terre, en hiver, elle est légèrement plus éloignée, et en été, elle est légèrement plus proche. Ah, il y en a qui n'est pas d'accord. Vous êtes en train de tout faire foirer, là. Non mais, bon, ok, mais ça paraît logique, quoi, je veux dire, bon. Bon, alors, en effet, vous avez raison d'avoir des doutes, parce que c'est pas vrai. Hein, c'est... Qu'est-ce qui cause les saisons? L'inclinaison. Ok? Bon, peut-être que vous savez pourquoi. Voilà. Donc, en fait, la Terre est légèrement inclinée. Donc, si on la prend à un instant T, si elle est inclinée comme ça, si le Soleil est là, eh bien, les rayons lumineux vont traverser moins d'atmosphère au nord qu'au sud. Et donc, ils vont être moins atténués au nord. Et donc, c'est l'été. Bon. C'est à peu près ça, quoi. La distance, elle y joue pour pas grand-chose, en fait. Hein. Et... alors, il y a d'autres petites phrases comme ça qu'on entend souvent, hein, vous savez, au bar, au café, ou que dans les repas de famille, si tu sais, ouais, bah, si tu veux avoir ton âge, si tu veux avoir l'âge de ton chien en âge d'un homme, bah, tu multiplies par 7. Vous avez jamais entendu ça? Qu'est-ce que je vais dire? Oui, de toute façon, tu sais,
ça c'est souvent pour se justifier qu'on n'arrive pas à faire un truc bien. Je me suis dit, on n'utilise que 10% de nos capacités de nos cerveaux. Bon. Alors peut-être, je ne sais pas en fait, quel est le fondement de tout ça, d'où ça vient, d'où cette info vient-elle en fait? Pourquoi est-ce qu'elle se répand parmi nous comme ça? Il y a un truc un peu étrange comme ça, et puis souvent en fait on affirme un truc comme ça en disant que c'est un fait, il y a eu des recherches dessus, c'est un fait scientifique, hein, des savants l'ont dit, des savants ont fait de la recherche dessus, donc eh bien c'est quelque chose qu'il faudrait croire. Hein. Ça c'est comme moi, je sais, j'ai une blouse blanche. Alors voilà, peut-être qu'avec cette blouse blanche, en vous annonçant certains de ces faits-là, vous me feriez confiance, parce que j'ai une posture dite savante. Ça entraîne à réfléchir. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des mythes scientifiques. Hein, voilà, on entend souvent parler des mythes scientifiques. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe scientifique? Eh ben, c'est ce type de phrase comme ça qu'on sort, ou alors ça peut se référer à une histoire aussi. Vous savez, Newton qui a découvert la gravité en voyant une pomme tomber à côté de lui. Ah bah ouais, bah, non, il a mis 20 ans, Newton, à écrire sa théorie de la gravité quand même. Hein. Enfin, c'est pas genre, ok, alors peut-être que ça a participé, un jour aussi, dit, bon, ok, il y a un truc qui tombe autour de moi, c'est vrai que j'ai jamais vu de truc tomber autour de moi, et là, waouh, un jour, eh ben, non, oui. Bon. Oui et non, hein. Donc, ce sont des faits comme ça, qui, parce qu'ils ont été étudiés par des scientifiques, ou parce qu'ils ont été énoncés par des gens ayant une posture savante, pour toutes ces raisons-là, on aurait tendance à les croire sur parole. Bon. Donc on a parlé de la confiance, on peut aussi peut-être parler de l'autorité. Autre chose, hein, voilà, le savant, l'effet blouse blanche, hein, comme on dirait. Vous savez, l'expérience de Stanley Milgram, sociologue de l'après-guerre. Donc Stanley Milgram a décidé d'étudier l'effet de l'autorité de personnes lambda face à une posture sachante, ou enfin face à un universitaire par exemple, ou quelqu'un qui a une blouse blanche. Et donc, vous connaissez l'expérience un peu, de près? Moi de toute façon je vais quand même en parler. Stanley Milgram, ce qu'il fait, il invite 3 personnes pour faire son expérience. Une personne qui est une figure d'autorité, comme moi, vous l'avez bien vu, hein, blouse blanche, tout ça. Une personne qui est aux commandes de cette figure d'autorité. Cette personne qui est aux commandes doit poser des questions à une autre personne qui est derrière une vitre, une troisième personne. D'accord ? Et les questions qu'elle pose, en fait, ce ne sont pas vraiment des questions, ce sont une liste de mots qu'elle doit énoncer, et l'autre personne, la troisième personne, doit les répéter dans l'ordre. Ces mots-là. Si elle fait une erreur, une décharge électrique lui est infligée par la deuxième personne. D'accord ? Alors évidemment, ce sont des fausses décharges. La troisième personne n'est pas électrocutée, mais par contre, elle fait semblant d'être électrocutée. Donc elle va crier, en fait. Elle va dire qu'elle a mal, elle va dire arrêter, elle va supplier d'arrêter l'expérience, puisque à chaque palier, la tension émise est plus importante. Donc en fait, la personne sur laquelle on fait l'expérience, c'est la personne qui émet les décharges et qui dit les mots. Et alors, dans les premiers résultats qui ont été obtenus, 60 à 70% des gens, parce qu'il y a eu beaucoup de versions de l'expérience de Milgram en fait, avec sans blouse blanche, plusieurs figures d'autorité qui se contredisent. C'est super intéressant, hein, niveau sociologique, niveau rapport à l'autorité. Mais en tout cas, dans la première expérience, 60 à 70% des gens atteignent le niveau maximal de tension qu'on puisse infliger, en tout cas dans l'expérience, soit 420 volts. 420 volts, voilà, ça dépend de l'ampérage, hein, mais généralement ça fait très très mal et on peut mourir. C'est censé, dans l'expérience, être une tension létale. Mais les gens le faisaient quand même. Alors Stanley Milgram, il déclare à la fin les résultats sont inattendus et inquiétants. Ah oui, tu m'étonnes, ouais, bah. 70% des cas, tu as une personne qui meurt, enfin, bon, normal. Tout ça sous une figure d'autorité. Alors, il faut dire que la personne qui tournait la manette avait pour ordre de le faire et de continuer à le faire. D'accord ? Donc, évidemment, il y avait des moments où les gens disaient non, non, s'il vous plaît, je ne sais pas, je ne veux pas. Le scientifique, la figure d'autorité, lui disait vous savez, c'est pour la science. Nous menons une expérience, c'est pour la science, vous devez continuer. Nous avons besoin de ces données-là.
qu'est-ce qu'on fait au nom de la science? Bon, en même temps, parce qu'il y a toujours un en même temps, on aime bien dire ça. En même temps, comment ne pas admirer cette même science-là, surtout lorsqu'elle est à l'origine de certaines révolutions qui ont façonné notre société dans notre histoire, récente ou moins récente. Vous savez, par exemple, je prends l'invention des ondes radio. Voilà. Au niveau communication, il y a quand même un truc qui se passe, quoi. Enfin, quand on passe du morse à la radio, quand même. Bon, alors le morse est encore utilisé, hein, mais la radio quand même a fait... en tout cas, à l'époque, c'était révolutionnaire et ça représentait un vrai progrès. La machine à vapeur aussi, à l'époque, quand elle a été inventée, ça représentait un vrai progrès et c'était révolutionnaire. C'était... voilà. On ne parle pas des conséquences ici, hein, pas encore. Et puis, il y a toutes ces autres découvertes. Hein, vous savez, des découvertes en physique, en astrophysique, qui suscitent l'admiration ou en tout cas la fascination des gens. Hein, quand on parle de trous noirs, par exemple. D'ailleurs, 100 ans après la découverte du trou noir en tout cas, pardon, pas la découverte, mais sa prédiction théorique par, vous savez, Albert Einstein, et bien 100 ans après, l'année dernière, en 2018, une ingénieure de la NASA, donc je tiens à souligner, c'est une femme, hein, puisque en sciences, malheureusement, on ne trouve pas encore cette femme, et surtout dans le domaine où je travaille, en informatique et en maths, pas beaucoup de femmes. Mais là, c'est une femme qui, pour la première fois, observe un trou noir, reconstitue l'image d'un trou noir sur ordinateur. Oui, bon, ok, c'est un trou noir, quoi. Enfin, vous attendiez à quelque chose d'autre? Non. Bon, c'est pas... Ok, c'est pas impressionnant, mais... Alors, ce que vous voyez, c'est pas de la lumière visible, hein. C'est des ondes radio. Alors, oui, des ondes radio, hein, pourquoi pas? En fait, le trou noir émet naturellement des ondes radio et on arrive à avoir des sortes de capteurs, des appareils photo qui détectent ces ondes radio, leur amplitude. Bon. Puis comment ne pas parler de la découverte de l'effet photoélectrique, hein, des gravitons, de la théorie de la gravitation quantique à boucle, hein, et puis bon, ok, pareil. Non, parce que moi je... Pas grave. Oui. Non. Alors, moi, vous savez, quand j'étais petit, j'étais... Alors, oui, c'est une conférence gesticulée, hein. Alors, attendez, je vais parler de moi aussi, de mon expérience, de comment est-ce que j'ai vécu les choses, et pourquoi est-ce que je les ai vécues de cette manière, et pourquoi est-ce que je suis là devant vous. Hein, voilà. Alors, quand j'étais petit, moi, j'étais fasciné par l'univers, par les trous noirs, tout ça, par toutes ces choses qui touchent au ciel, en fait. Ça me fascinait. Et je me plongeais des heures la nuit en regardant les étoiles, en regardant le noir, et je me demandais ce qu'il y avait au-delà. Et j'ai appris assez vite que l'univers, enfin en tout cas c'est une théorie, que l'univers est en expansion. Alors quand on apprend ça, on est un peu perturbé, on se dit mais... Waouh. Alors pour ça il faut croire au Big Bang, hein, mais alors l'univers est en expansion, ça veut dire qu'on est dans un espace qui se dilate, d'accord? Donc c'est un espace-temps. Et alors moi, quand j'ai découvert ça, ma tête, enfin moi ça me fascine, moi ça me transcende, quoi. Bref. Alors, il y avait un autre truc qui me fascinait, c'était les motos. Ouais. Alors vous dites, bon les motos, je n'ai rien compris. En fait, les motos aujourd'hui, c'est quand même un concentré de technologie et, in fine, de science, de technique. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'étais fasciné par ces objets compacts. Hein. Vous voyez, ces trucs qui nous permettent d'aller super vite, en des temps records, avec leur moteur brillant, c'était bruyant. Et puis, moi je ne sais pas, les motos, ça se concentrer de technologie, quoi. Alors, je dois vous dire que mes parents essayaient d'éviter les parkings à moto, les garages à moto quand on marchait dans la rue, parce que je connaissais toutes les marques par cœur. Ouais. Ah ouais. Aprilia, ça c'est une Aprilia. Suzuki. Peugeot. Ouais. Ah, j'étais incollable. Incollable. Alors bon. Mis à part cette fascination pour les technologies, la science, tout ça, on va parler de progrès.
On va parler de progrès ce soir, et moi j'aimerais savoir ce que ça évoque chez vous, le progrès. Le mot progrès, pas seulement le progrès scientifique, mais aussi le progrès technologique, le progrès technique. Alors ces trois notions sont légèrement distinctes, hein. On peut en parler de manière différente. Mais alors simplement le mot progrès. Et en un mot, allez-y, vous me dites en un mot ce que ça évoque pour vous. Moi je vais noter quelques mots. Un mieux. Pardon? Un mieux pour l'homme. Mieux. Désolé. Un mieux. Donc je dis mieux. Qui dit mieux? C'était pourri comme blague. Confort. Confort. Une avancée. Une avancée. Avancée. Rapidité. Rapidité. Découverte. Est-ce que vous avez déjà dit un mot? Oui. Un journal. Découverte. Futur. 5 mots. Futur. Allez. On va s'arrêter là, sauf si on a un dernier. Réflexion. Réflexion. C'est bien. Avancée, rapidité, découverte, future, réflexion. Donc c'est assez positif quand même, non? Moi j'en avais un. Pillage. Pillage. Merci. Bon, on va s'arrêter là parce que je vais essayer de caser ces mots dans ma conf. Alors, bon, c'est pas dit que j'y arrive, hein, parce que c'est la troisième fois que je passe en scène, et je suis encore assez collé à mon texte. Et voilà, je vais essayer de les caser. Et en tout cas, à part le dernier mot, qui est quand même assez évocateur, enfin, le progrès, pour nous, ça représente des choses assez positives. Et c'est quand même source de, voilà, je ne vais pas répéter ce qu'il y a parce que sinon c'est trop facile, mais sinon c'est quand même, on a l'impression que le progrès ne peut que être bon pour nous en fait. Hein. C'est quelque chose qui va nous amener du bien-être, de la santé, et ça va nous faire avancer, voilà. Hein, voilà. Il y a une phrase qui dit on n'arrête pas le progrès, quoi. Enfin, d'ailleurs c'est utilisé un peu à tout va. Hein, récemment, j'ai vu une pub qui utilisait ce truc. Bon, bref, mais voilà, en tout cas, le progrès, c'est porteur. C'est porteur et ça nous donne ces réflexions-là. Alors, moi, vous savez, quand je pense au progrès, je pense à ça, mais je pense aussi à beaucoup d'autres choses. Et je pense aussi à comment est-ce que le progrès peut être utilisé pour amener certaines avancées dites scientifiques à leur fin, et comment amener ces avancées sur le plan politique, sur le plan sociétal, etc. Et comment est-ce qu'il peut être utilisé pour convaincre, hein, notamment dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie de la santé, agroalimentaire, l'écologie, enfin, on peut parler de Monsanto, etc. Des marques. Alors là, moi, j'ai un petit panneau avec des choses que le progrès parfois m'évoque. Alors bon là, c'est un peu des... Enfin voilà, je vous montre, hein, parce que... Voilà. Ah bah mince, Je suis un peu ouais. Pardon? Je suis un peu pessimiste, ouais, désolé. Le transhumanisme, hein. Bah non mais attendez, c'est pour la science. L'humain augmenté, tout va bien, on est d'accord. Hein, la société de surveillance, hein, c'est fabuleux, ces technologies qui nous surveillent, non? Qui nous permettent d'avoir un certain crédit social. Vous connaissez ça, le crédit social? C'est une super avancée. La bombe nucléaire, concentré de technologie scientifique. Le pétrole, les prothèses, ma mère, Monsanto. J'ai mis des dollars. Je sais pas. Comme ça, enfin, ouais, c'était peut-être pas... Bon. Bon, je mets ça là, dans un coin, et puis on va avancer ensemble, hein, on va en parler. Hein.
peut-être que vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'étais amené à coller des trucs comme ça sur un panneau. Bon, alors, ce que je vous propose, hein, du coup, ce soir, c'est de partir ensemble à l'abordage de notre propre croyance, en tout cas ce que veut dire le progrès pour nous, de notre croyance peut-être en la science ou pas. Alors croyance, c'est quelque chose qui peut être réservé aux religions, mais la science est-elle une religion? Et on va aussi partir à l'abordage de ma propre conscience. Et oui, ma propre conscience, parce que si je suis là devant vous, c'est que j'ai pris conscience de certains mécanismes en marche dans la manière dont on utilise le progrès, dans la manière dont on fait de la recherche, parce que c'est lié. Et j'ai quelque peu été déçu ces derniers temps, déçu, voire horrifié de voir ces mécanismes en route. Moi, je vais vous en parler. Hein. On va y aller crescendo. Alors, moi, après mon enfance, hein, j'ai quelque peu délaissé les motos, hein, parce que bon, les motos c'était marrant de bon, mais je continue à avouer une fascination extrême pour tout ce qui touchait à la nature, à l'environnement, aux étoiles, à l'univers. Alors moi, ce qui me fascinait vraiment, c'était aussi les phénomènes terrestres sur Terre, du genre les tornades, les aurores boréales, tout ce qui est en mouvement, quoi. Vous voyez, les océans qui bougent. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit sur quoi je travaille en thèse. Je travaille sur des glaciers de montagne. Encore un élément naturel qui est magnifique à regarder. Si on prend des photos d'un glacier tous les jours pendant 1 an, on voit comment ça s'écoule, comment c'est en mouvement, comment ça vit. Parce qu'il y a une vie en fait derrière un glacier. Et malheureusement, dans quelques temps, il n'y aura peut-être plus de glacier. J'ai peut-être plus de taf, moi. Bon, bref. Oui. Du coup, après mon enfant, je délaisse les motos. Et là, je rentre au lycée. Alors, au lycée, vous savez, petit gamin de 16 ans, hein, je suis... on va parler de ma conscience, hein, je vous l'ai dit. Donc, je suis conscient de pas grand-chose, hein, de l'environnement socio-économique qui m'entoure. Et donc, les décisions, généralement, sont prises pour moi. Hein. Donc, c'est un peu papa-maman qui me disent, bon, voilà, lycée, maintenant que tu es rentré au lycée, c'est très bien, il va falloir que tu fasses un bac... Ah oui, parce que un bac L, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Cédric, mais un bac L, on ne fait pas grand chose avec un bac L. J'ai un bac L. Eh ben, on voit comment Cédric a fini. Hein, non, mais je veux dire, un bac L, non, mais oui, non. Enfin, à la rigueur, tu vas travailler dans une bibliothèque, tu vas aller lire des livres, tu vas. Désolé. Ah merde, je suis. Tu peux faire cagne. Je ne vais plus jamais revenir. Alors qu'un bac S, bah, vous savez quoi, ça ouvre plus de portes. Ah oui, ça ouvre plus de portes, c'est l'avenir. L'informatique, c'est porteur, les maths, il faut faire des maths tout le temps. Il faut faire de l'info, il faut faire de la physique. Tu verras, bac S et puis école d'ingénieur, tout ça, ça va nous faire des portes. Alors moi, bah, évidemment, je suis le cours de tout cela, je rentre en bac S. Et puis, le jour du bac arrive, ou plutôt le jour de la tombée des résultats du bac. Là je vais en taper dans les mains, donc Wow. J'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac. En plein été, les résultats tombent. Alors, moi, je suis en vacances, je sais pas où, chez un pote, là, et puis là, on m'appelle, il fait « Alex, ouais, t'as eu ton bac ». Moi, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac avec mention assez bien, hein, parce que j'ai eu entre 12 et 14. J'ai eu 12,01. C'est super, quoi. Voilà, j'ai eu mon bac, c'est fait. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire, mais c'est pas grave, ça. Ouais. Alors, moi j'étais content, mais mon papa, vous savez, il avait beaucoup d'ambition pour moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma maman aussi, mais je dirais un peu plus mon papa. Mon papa, il voulait que je fasse une grande école. Une très grande école. Une très, très, très grande école. L'école... Polytechnique. Oui, l'école polytechnique. Centrale. Il voulait que j'aille dans une très grande école d'ingénieurs française, hein, vous savez. Il voulait que... parce qu'il savait que, voilà, en rentrant dans une grande école d'ingénieurs, eh bien, quelque part,
l'avenir serait tout tracé pour moi. Mais moi, ça, je ne le savais pas, en fait. Je ne savais pas quels étaient les enjeux de toute cette destinée, de toute cette carrière, entre guillemets, de ces choix de carrière. Quand on est au lycée, on ne sait pas tout ça. Bon, bref. Et alors, moi, j'ai 12,01 au bac, et là, je vous avoue que pour rentrer à l'école polytechnique, non, parce qu'en fait, après, je vais faire une prépa. Vous savez, la prépa, la classe préparatoire aux grandes écoles, ça dure 2 ans, voire 3, voire 4, non, 4, ouais, parfois, peut-être, je ne sais pas. Non, 3, allez, 3. Et pour faire une prépa, déjà, il faut avoir de très bonnes notes. D'accord? Et puis après, pour tenir dans la prépa, et bon, bref. Donc, c'était pas avec 12,01 que j'allais faire l'école polytechnique. Et là, je rentre de vacances. Mon père m'attend dans la cuisine. Avec un visage grave. Alors moi, je rentre dans la cuisine, hein, je le vois sur la table, je vois que ça ne va pas bien se passer. Là. Alors je m'assois. Alexandre, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que cette note? Note du bac. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu vas pouvoir aller en prépa avec une note pareille? Alexandre, je suis extrêmement déçu. Alors moi, vous pensez bien, je n'ai pas dit grand-chose. Hein. J'étais complètement asséché, quoi. Plutôt séché. Je l'ai regardé, j'ai pas osé le regarder, très très peu de temps en tout cas, et puis en fait, je suis sorti de la cuisine, et puis j'ai filé dans ma chambre, et puis en fait, dans ma chambre, je me suis jeté dans mon lit, et là j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que, quelque part, j'avais déçu mon papa, quoi. Quelque part, en fait, au-delà de le décevoir, je m'étais déçu moi-même parce que je manquais d'ambition, en fait. Je manquais d'ambition et je manquais de grandeur et j'ai aussi pleuré parce que je n'irai jamais à l'école polytechnique. Ah ouais. Bon, on va revenir sur des choses un peu plus joyeuses. Alors, ça n'a pas non plus été un désastre, hein, parce que... alors, attendez, je sais où j'en suis. Hein. Ça n'a pas été un désastre. Ok. Je suis rentré dans une école d'ingé. Voilà. Une école d'ingé parmi... Vous savez, il y a 200 écoles d'ingé en France. Ouais. Il y a des écoles post-bac, il y a des écoles post-prépa. Donc, je suis rentré dans une école d'ingé post-prépa. Bon. Post-bac. Post-bac. Et là, au fond, c'est pas mon papa que je voulais. Avec du recul, je me dis, mais non, c'est pas mon père qu'on veut. C'est sûr que non. C'est plutôt à une idée qui circule souvent, selon laquelle, par un mot qu'on appelle le mérite, tout le monde, c'est-à-dire tous les gens issus de toutes les classes socio-économiques, auraient les mêmes chances d'aller dans des grandes écoles. Alors, il faut dire que mon papa, il venait d'une famille très modeste, voire très pauvre, en fait. Et il a grandi dans la Meurthe-et-Moselle, hein, au fin fond de la Lorraine. Son père était ouvrier. Et mon papa, il a réussi à faire des études à Nancy, dans la ville la plus proche. Et il a fait ses études. Et en fait, il s'en est sorti. Il a commencé à travailler. Il a gagné sa vie. Et du coup, on peut dire qu'il a réussi sa vie, quoi, en fait. Il s'est sorti de cette extrême pauvreté, et évidemment, c'est une fierté. C'est une fierté. Et donc, en ayant cette ambition pour moi, quelque part, c'était une manière de faire passer le flambeau. Et ça, je ne peux pas aller en vouloir. C'est pas possible. Bon, alors, petit chiffre, hein, parce qu'on va parler chiffres aussi. Selon l'Observatoire des inégalités, à l'école polytechnique, il y a 50 fois plus d'enfants de cadres que d'enfants d'ouvriers. Et surtout, ne me dites pas quand je dis un mot. Hein. Merci, c'est très gentil.
Bon. Alors là, on passe un peu au deuxième volet hein, de ma conscience, on va dire. Donc là, je rentre en école d'ingé, et donc, je vous ai dit, hein, moi, c'est la nature, l'environnement, les sciences, les planètes, tout ça. Bon, alors là, je rentre en école d'ingé, mais je ne sais pas trop encore pourquoi, mais en tout cas, j'ai une graine un peu écolo-environnementale, et j'ai envie de résoudre des problèmes, hein, en tant qu'ingénieur, pour avoir un environnement meilleur, quoi, en fait. Bon, c'est à peu près ça, quoi. Hein. Et alors, à l'époque, je suis un peu guidé par une certaine idée du progrès. Hein. Et en fait, je suis convaincu que tous les problèmes techniques, doivent être résolus par des ingénieurs. De préférence assistés par des scientifiques. Hein, parce que les ingénieurs, ils ont besoin de connaissances théoriques, et ils s'appuient sur des scientifiques. Et j'étais persuadé que tous les problèmes du monde, les problèmes techniques, avaient une solution scientifique derrière, et que, en fait, la science allait nous sauver, et que la technique allait nous sauver. Vous savez, si la planète brûle, eh bien, on ira sur Mars. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a un livre dont j'aimerais vous parler. Ah oui, il y avait ce monsieur aussi, que je ne vous ai pas montré. C'est un monsieur qui voue un culte à la science. Ça, c'était moi avant. Voilà. Bon, parfois, je suis un peu comme ça aussi. Mais je m'en rends compte, donc ça va. Alors, il y a un penseur de l'écologie politique et de la décroissance qui s'appelle Ivan Illich, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La convivialité. Et alors, Illich, dans ses idées, de manière générale, dans son bouquin notamment, en fait, il dénonce, enfin, il annonce plutôt, le fait que le savoir est tout le temps séparé entre deux classes de personnes, le citoyen d'un côté et le savant de l'autre. D'accord ? Bon. Donc il y a cette séparation citoyen-savant. Et il dit qu'en fait, le savant, les chercheurs, les ingénieurs, etc., doivent maintenir un certain mythe du progrès. Et par progrès, on entend le moyen le plus efficace de produire, de transformer, de consommer. D'accord ? Donc il faut trouver le moyen le plus efficace de faire tout cela. D'accord ? Et moi, en entrant en école d'ingénieur, je me mets complètement dans cette optique-là. D'accord ? Parce que je suis persuadé que le monde est une énorme équation, quelque part, et qu'il n'y a plus qu'à résoudre certains types de problèmes sans forcément prendre en compte la dimension sociale, la dimension humaine. Alors je vais le faire passer, peut-être que les gens voudront noter. Voilà. Alors d'ailleurs, moi, en école, vous savez, je donne des cours en école d'ingénieur. Alors il se trouve qu'en fait, je suis revenu dans une école d'ingénieur. Enfin, je fais ma thèse, et puis le labo où je travaille, il est connecté à une école d'ingénieur. Et bah, du coup, il faut bien trouver des profs hein, pour donner des cours. Et il se trouve que quand on arrive en doctorat, souvent, on est obligé de faire des cours. Ah oui. Et alors moi, je me balade dans les couloirs de l'école d'ingé, récemment, et là, je trouve, alors vous n'allez pas le voir, mais je vais vous lire, c'est pas grave. Il y a des écrans un peu partout dans l'école. Pardon ? C'est laquelle ? Polytech, à Annecy. Travaille à Annecy. Et alors, sur l'écran, il y a marqué « Prix de l'ingénierie du futur ». Déjà, c'est costaud, hein, le prix de l'ingénierie du futur. Alors là, ça donne envie de participer. Envie d'agir pour la planète, pour l'interrogation. Inventer des solutions technologiques qui répondent à l'urgence climatique. Inventer des solutions technologiques qui répondent à l'urgence climatique. En équipe pluridisciplinaire, concevez un projet d'ingénierie qui révolutionne notre cadre de vie. Face à l'urgence écologique, concevez un projet d'ingénierie qui révolutionne notre cadre de vie. Et bien très bien. Vous êtes chaud, on le fait? Bah, on peut le faire, quoi, je veux dire... Bon, alors, je vais proposer une idée, vous allez me dire si ça vous paraît OK. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inventer un énorme dispositif, donc des énormes citernes, d'accord? On va les remplir d'un composé chimique qui s'appelle, qui est dérivé des sulfates,
ou du soufre. Donc c'est des composés sulfatés ou soufrés. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas irritant pour la peau. Non, non, non. On va inventer ce produit hein, qui va résulter de plusieurs brevets scientifiques, n'est-ce pas? Donc il y aura une expertise derrière tout ça, on va les mettre dans des citernes et on va les embarquer dans des avions et on va faire décoller nos avions dans la stratosphère à plus de 10 km au-dessus de nos têtes et puis on va balancer tous ces composés dans l'atmosphère. Dans quel but? Dans quel but? C'est une bonne question. Mais je vais vous le dire. En balançant des composés chimiques dans l'atmosphère, les rayons lumineux vont se réfléchir sur ces composés, ne vont pas pénétrer l'atmosphère, et donc on va refroidir notre atmosphère. C'est pas la théorie justement qui commence dans Snowpiercer, il me semble. Si, je ne sais pas ce que c'est Snowpiercer, mais... C'est une grande BD assez connue qui a été tournée en film, et justement l'apocalypse commence comme ça, où Génial. ils veulent refroidir la Terre, puisque la canicule est beaucoup trop chaude, puisque l'industrie, tout ça. Et effectivement, ils créent un énorme hiver. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui fait un concept d'énorme train, où il met toute la population dans ce train, et ce train fait le tour du monde. Génial. En un an. Voilà, ça s'appelle le Snowpiercer, puisque ce train a la capacité de détruire, n'est-ce pas, de la glace. Ah. Voilà, voilà. Et ben voilà. Bravo. Équipe pluridisciplinaire, tu vois. Et c'est exactement ça en fait. Alors vous savez, vous vous souvenez de l'éruption du volcan Pinatubo? Et bien il y avait eu des énormes fumées partout de composés sulfatés justement et soufrés et plein d'autres choses, d'accord? Donc qui sont en fait essentiels hein, dans un cycle géochimique. Enfin, bon, mais en fait, l'année qui a suivi, il y a eu une baisse drastique des températures, en tout cas dans certaines zones du globe. Je crois que c'était aux alentours d'un degré, voire plus. Alors là, je ne suis pas du tout sûr des sources, vous vérifierez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les températures ont baissé. Donc, quelque part, on sait qu'en injectant des composés chimiques dans l'atmosphère, on peut refroidir notre atmosphère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est un peu un moyen de répondre à un problème en posant d'autres problèmes, du même ordre de gravité, voire plus grave. Ouais. Oui. Est-ce que justement, c'était pas ce qui suivait le scandale des chemtrails? Chemtrails? Ouais. C'est composés sulfatés? Ouais. Non, c'est... Ah oui, bien sûr. Alors, les chemtrails, c'est venu avec, mais si tu veux, la géo-ingénierie, ça fait longtemps qu'il y a de la recherche dessus. Mais oui, c'est... Enfin, l'un n'a pas émergé de l'autre, si tu veux, mais... Ouais. Et donc, il y a des scientifiques dans des laboratoires, des gens reconnus, qui font de la recherche en géo-ingénierie et qui proposent des solutions de ce type pour refroidir notre atmosphère et faire face au réchauffement climatique. Donc, attendez, parce que là, je crois qu'on a un peu répondu à notre problématique. Alors, inventer des solutions technologiques, c'est une solution technologique, n'est-ce pas? Notre procédé chimique est totalement nouveau. Et puis, ouais. Ça répond à l'urgence climatique. Oui, on va baisser les températures. Tout le monde sait que le changement climatique n'est qu'une affaire de température. Pas du tout. Un peu, mais pas que. En équipe pluridisciplinaire, je te remercie. On a fait une équipe, et puis vous avez tous fait oui, comme ça, c'était super. J'ai senti qu'il y avait de certains moments. Et puis, ça révolutionne notre cadre de vie. Parce que si on refroidit l'atmosphère, on va pouvoir aller skier en juin, en juillet, enfin plus tard. C'est trop bien. Bon. Non, mais alors, au-delà de ces problèmes-là, il y a des problèmes éthiques, quand même, autour de la géo-ingénierie en général. Alors, vous savez, il y a aussi des gens qui proposent de mettre des métaux dans les océans, dans des composés ferreux, pour enlever l'acidité. Parce que les océans s'acidifient aussi avec le changement climatique. Donc, ils proposent de mettre du fer dans les océans, parce qu'il va y avoir des réactions chimiques qui vont faire que les océans seront moins acides. C'est super. Enfin, c'est... Et les poissons, ils sont d'accord? Exactement, voilà. Mais c'est quelle question? Et alors, donc ça pose des problèmes éthiques, et là j'ai envie de parler, oui, parce que, en fait, pour ce cas-là de l'atmosphère, en fait, c'est comme si on avait un énorme thermostat géant. Mais qui va être aux manettes? Qui aura la technologie
pour mettre en œuvre ce type de système? Il y aura les dollars. Il y aura les dollars. Les États, c'est lui qui aura les dollars. Voilà, et alors là, ça pose un problème parce que du coup, demain, il peut faire chaud et puis on va décider que le mois prochain, il fera plus froid. Et puis à notre guise, hein, suivant les zones de la Terre, on va pouvoir augmenter ou baisser les températures. C'est super. Sauf qu'il y a un certain nombre de conséquences, et c'est là où est la grosse inconnue. Il y a un certain nombre de conséquences qu'on ne connaît pas, notamment sur la santé des personnes et sur le climat local, notamment au niveau des moussons indiennes. On sait qu'en mai, il y a eu des sécheresses énormes en Inde. La mousson était censée arriver, elle a été retardée, je sais pas, de quelques semaines. C'est un drame en Inde. C'est un drame. Si la mousson n'existe pas en Inde, enfin, et même dans d'autres pays où la mousson arrive, ils ont besoin de cette eau. Et donc ça pourrait rendre les zones plus arides, ça pourrait rendre les zones plus humides, et ça on ne le sait pas. Voilà, c'est un problème scientifique. Hein. Et là j'ai envie de citer les mots d'un penseur australien qui s'appelle Clive Hamilton, un philosophe, c'est un personnage public qui a écrit Les apprentis sorciers du climat, voilà, que je n'ai pas lu. Ah. Non, j'ai pas lu, mais j'ai pas mal lu sur lui et sur des articles qu'il a écrits. C'est sur ma liste. En tout cas, ce qu'il dit, c'est très intéressant sur la géo-ingénierie. C'est là où je dois un peu consulter mes notes. En fait, il pose la question suivante, qui est une question philosophique, mais aussi scientifique. C'est, doit-on faire de la recherche sur la géo-ingénierie? Sur la géo-ingénierie ou sur tout autre type de technologie qui pourrait engendrer des conséquences quelque peu inconnues. Doit-on le faire? Alors, manque de peu, c'est déjà fait. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de le faire et qui ont proposé tout un tas de solutions extravagantes, d'ailleurs, et d'autres beaucoup moins extravagantes, et qui d'ailleurs arrivent à faire passer ça de manière assez crédible dans les médias, parmi les politiques, etc. Donc il pose la question, devrait-on faire de la recherche sur la géo-ingénierie? Et donc là, je cite ces propos de Clive Hamilton. D'un côté, oui, parce que quand on est un scientifique, vous savez, on aime avoir toujours plus d'informations. Hein, la démarche scientifique, c'est aussi regarder toutes les possibilités. Hein, et quand on regarde toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous, on a plus d'informations. Et donc c'est toujours mieux d'avoir de l'information sur un sujet, sur une thématique de recherche, que de ne pas en avoir. Donc d'un côté, oui. De l'autre côté, c'est plus compliqué parce que cette information, si on fait de la recherche sur la géo-ingénierie, cette information, elle ne sera jamais neutre. Et oui, parce qu'en fait, elle pourrait très bien être utilisée par des adeptes de ce type de technologie, et elle pourrait très bien être mise en avant, hein, elle pourrait très bien être mise en avant sur la scène publique. Des lobbies pourraient arriver, on pourrait mettre en marche un certain nombre de mécanismes qui vont favoriser, qui vont aller dans le sens d'avoir plus d'infos, plus d'infos, plus d'infos. Et en fait, plus d'infos, plus on aura d'infos, et plus on est susceptible de vouloir en avoir. Et donc sur la géo-ingénierie, ça peut poser problème. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on va vouloir réellement mettre en œuvre ce type de système, puisque les gens qui sont des adeptes vont appuyer. Donc c'est compliqué en fait. C'est l'histoire de cette info qui peut être utilisée par le politique et qui n'est pas forcément neutre. Bon. Voilà. Donc là, je vous avoue que moi, je parle de moi un peu, hein. Là, mes espérances tombent à l'eau. Là, je suis en école d'ingénieur et là, je découvre qu'en fait, là, on fait beaucoup de choses qui me plaisent pas du tout. Et ok, on peut être ingénieur et servir une bonne cause, il n'y a pas de problème, mais je vois tellement de choses négatives autour de moi, je vois tellement toutes ces choses qui sont montées, tous ces grands projets sans avenir durable, ces grandes multinationales, ces projets de géo-ingénierie, ces scandales dans la santé, tout ça au nom du progrès, tout ça au nom de, vous savez, ces énormes... alors là, je vais parler d'éoliennes, mais bon, les éoliennes, c'est bien. Et quand on veut construire des éoliennes offshore au large du Portugal qui font 150 mètres de haut, moi, je sais pas, et qu'il faut mobiliser des moyens, mais pas possible. Enfin,
Et est-ce que c'est raisonnable en fait? Est-ce que c'est raisonnable de construire, de continuer à aller dans ce sens-là de grands projets qui... non, mince, j'ai pas le mot. Puis parlons du gaz, du pétrole, etc. Bon, bref. Alors, moi je vous avoue que là, je décide de ne pas vouloir m'investir dans tout ça en fait. Je me dis non, c'est pas possible, je veux pas participer à cette sorte de grande entreprise. Alors, je suis pas du tout un adepte des théories du complot, mais non, je parle pas de ça. Je parle vous savez, voilà, de tout ce que je viens d'évoquer, et ça provoque énormément de doute chez moi en fait. Et alors là, je prends une décision qui m'amène en fait un peu devant vous aujourd'hui, et ben, c'est que je vais faire une thèse. Pourquoi? Je vais faire une thèse, je vais faire de la recherche, parce qu'en fait, j'ai envie de m'approcher de ce savoir fondamental, sans forcément avoir affaire à des intérêts qui me dépassent, ou des conséquences qui me dépassent. On va voir que vont finir par arriver ces conséquences. Puis vous savez, à l'université, quand on fait une thèse, plutôt quand on est prof, du service public, on est fonctionnaire, les cours à la fac, la flexibilité, enfin c'est la belle vie quoi. Il y a ça aussi qui rentre, je me dis ah ouais, c'est super. Ah non, moi je veux pas me plier à des horreurs, non. Bon, je vais faire ma thèse. Bon. Et là, juste avant de faire ma thèse, j'ai pas fait. Est-ce que vous le voulez? Ça vous intéresse? Je le fais passer? Allez. Pas chez toi. Les mots, ben alors zéro, quoi. J'arrive pas à les caser. Ça va bien, ça. Et alors là, avant de partir, alors moi j'étais en région parisienne, et je suis venu faire ma thèse à Annecy. Et avant de partir à Annecy, il se passe un truc totalement inespéré. Un soir, je marche dans la rue, je suis une semaine avant de partir, hein, donc pour 3 ans, ça. Ma mère m'appelle. Je prends le téléphone. Hein. Oui, allô maman? Oui. Oui, t'es où? Au bar, au café en bas de la maison. D'accord, ok. Tu manges avec Joseph. C'est qui Joseph? Ah, tu travailles avec lui depuis... D'accord, depuis longtemps, ok. Il est venu... D'accord, ok. Oui, bah écoute, j'arrive, oui. Enfin, je sais pas, en fait, ouais, non, Ah, sa fille est là. D'accord, ok. Elle vient d'arriver à Paris. D'accord. Ah oui. Elle connaît personne. Ah ouais, oui, d'accord, ok. J'arrive, hein. Ouais, allez. Salut. Bon. Moi, je décide d'y aller, hein, parce que tout content de rejoindre, d'aller manger avec Joseph, hein, surtout Joseph. Et donc, alors, entre-temps, hein, donc, sa fille, Joseph, elle s'appelle Serena. Le temps que j'arrive, petite anecdote. Ah, ça y est, on passe au moment anecdote. Le temps que j'arrive, en fait, Serena va aux toilettes. C'est des choses qui arrivent. Ma mère change de place et se retrouve en face de Joseph. D'accord? Donc Serena, quand elle revient, la place en face d'elle, elle est libre. Était-ce un coup monté? Et donc j'arrive et donc je me retrouve en face de Serena et on se met à discuter. Enfin, on se met à discuter très chaleureusement. Elle vient d'arriver, donc tout va bien. Sauf qu'à priori, avec Serena, on est quand même très différents. Ouais. Il y a des trucs. Je me rends compte dans la discussion. Waouh, ouais. Bon. Alors, premièrement, Serena, elle arrive à Paris. Moi, je m'en vais de Paris. Hein. Quand on s'en va de Paris, généralement, c'est qu'on a envie de voir autre chose. Hein. Paris, bon, c'est bon. Première divergence. Hein. Serena, elle vient étudier de la philosophie. Philosophie. Baquel? Baquel. Ah, d'accord, philosophie. Alors, moi et la philo, c'est un peu. J'y connais rien, quoi. Enfin, je connais Platon. Hein. Nietzsche. Encore, c'est Nietzsche. Oui, Nietzsche. Oui. Après, comme ça. Hein. Platon, parce que, encore, voilà, je sais qu'il y a un mot platonique. Hein. Alors, on m'a dit, ah, ça vient de Platon. Oula. Oui, non, mais à l'époque, c'est très bas. Hein. Ensuite, Serena, elle est végétarienne.
Ouh là là. Philosophe, végétarienne. Alors moi, le végétarisme, je sais pas. À l'époque, voilà, je suis plutôt à manger des bons steaks hein, en rentrant de soirée, hein. Mais non, c'est pas pour moi. Serena, ensuite, elle est. Alors là, ça c'est le moment le plus dur de la conf, que je dise. Ça va aller. Serena, elle est... Attendez, je souffle 2 secondes, hein, parce que... Voilà. Ok. Serena, elle est communiste. Ah, c'est dur. Philosophe, végétarienne, communiste. Alors moi, je suis plutôt rien du touiste. Hein. Enfin, je m'inscris un peu dans une mouvance légèrement néolibérale, capitaliste. Enfin, en fait, je sais pas trop quoi. Moi la vie, je m'en fous du politique. Bon. Et puis, Serena, elle est féministe. Féministe. Alors moi, le féminisme, hein, c'est un peu... je pense que c'est les femmes qui veulent reprendre le pouvoir. Enfin, bref, j'ai un peu tout faux, quoi. Hein, j'ai pas plus d'infos que ça. Hein, voilà. Et c'était moi à l'époque, ça. Hein. Ah non, attendez. Ne croyez pas que je suis en guerre contre... Non, j'ai évolué. Hein. Enfin, quelque part. Et alors, bizarrement, malgré tous ces éléments-là, on se met à discuter. Longtemps, et en fait, le courant passe, et puis on prend le numéro, hein, papa, maman à côté, rien à secouer, et puis on se rappelle. Et en fait, cette rencontre, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que c'est un peu comme une énorme émancipation intérieure, vous voyez. À ce moment-là, mon joli monde va s'effondrer petit à petit, va être déconstruit petit à petit. Et là, en fait, c'est un peu mai 68, mais dans mon cœur. Voilà, ok. Oui, mais voilà, c'était l'instant love. Alors, désolé, je sais plus où j'en étais. Toutes ces histoires d'amour et de... Ah oui, la thèse. La thèse. Ah, vaste sujet. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas besoin de stylo. Le doctorat. Le doctorat, c'est la formation à la recherche, par la recherche, d'accord? Donc, nous sommes des usagers de l'enseignement supérieur, bien pratiques, comme je le disais. Oui, mais non, parce qu'on doit payer des frais d'inscription. Hein, bon. Alors, quand on est étudiant français, ça va, hein, 300 et quelques euros, et université publique, quoi. Par contre, quand on est étranger, alors, est-ce qu'on fait un petit aparté frais d'inscription? Ouais, oui. Non, parce que, en fait, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Récemment, l'année dernière, le gouvernement a décidé d'augmenter les frais d'inscription pour les étrangers extra-communautaires à l'université. Donc moi, en tant qu'étudiant français de doctorat, je paye 370 € de frais d'inscription chaque an, donc pendant 3 ans, chaque année. Et pour un étudiant étranger extra-communautaire, donc hors UE, il va passer de cette somme-là, 370 € à 3770 €. Donc soit 10 fois plus. Aïe. Ah. Oui, ça fait un peu mal. Et alors, cela vise, je cite, à augmenter le nombre d'étudiants étrangers accueillis en France face à une concurrence internationale accrue et à permettre à la France de rester un acteur majeur de la mondialisation de l'enseignement supérieur. Mondialisation de l'enseignement supérieur. Ouais, d'accord.
donc pour les doctorants, on passerait de... Donc en fait, 3 770 €, c'est presque 3 mois de salaire hein, pour un doctorant contractuel. Donc quand on est un doctorant contractuel donc payé par l'État, on est à 1 400 € par mois. Voilà, 1 430 € par mois. C'est la grille de salaire. Voilà. Quand on a la chance d'être payé, enfin rémunéré par des projets, donc des ANR ou des entreprises, des industriels, etc., on peut être payé un peu plus. Bon, c'est pas forcément le sujet ici. En théorie, donc là je reprends la feuille, en théorie l'argent supplémentaire doit servir à un meilleur accueil des étudiants, donc de l'argent supplémentaire qui sera récolté. En pratique, l'État a annoncé une augmentation du nombre de bourses d'étudiants. Donc si on donne des bourses, forcément, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses. Et puis, il y a eu une fuite des lettres des services du ministère envoyées aux responsables des universités l'année dernière, en décembre 2018, qui identifiait l'augmentation des frais comme un moyen de financer certains engagements de l'État. Or, enseignement supérieur et recherche. Donc typiquement, le glissement, vieillissement, technicité, ça vous dit un truc? GVT, alors ça c'est un programme. Alors en fait, la masse salariale publique a tendance à augmenter au fil des ans, parce que les emplois sont plus qualifiés, et parce que, à cause de l'ancienneté. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc, il faut trouver des moyens supplémentaires de financer l'augmentation de cette masse salariale. Donc voilà. Peut-être que c'est un choix, du coup, hein. Alors, ce qui est sûr, hein, c'est que sur les 70 000 doctorants que compte la France, 33% sont des étrangers extra-communautaires. C'est énorme. En doctorat, je ne parle pas en master et en licence. Dans mon labo, rien que dans mon bureau, je suis dans un espace ouvert, open space, et alors dans mon bureau, il y a une Tunisienne, une Chinoise, une Mexicaine, et tous les jours, ces personnes-là, ces gens qui font de la recherche, ces doctorantes, participent au rayonnement de l'université en publiant des articles dans des revues scientifiques, en allant à des conférences, en participant à la fête de la science, donc en donnant des speeches, en faisant des expériences, etc., etc. Et ça, l'université ne s'en cache pas. C'est normal, l'université va mettre en avant ses chercheurs, souvent. Donc ils participent au rayonnement local, national et international. Mais je peux vous dire qu'elles ne sont pas prêtes à payer une telle somme. C'est un peu contradictoire. Bon. Fin de la parenthèse près de l'université. On va s'arrêter là. Alors en fait, moi, depuis tout à l'heure, je vous dis que je suis en thèse. Et je ne vous ai pas expliqué sur quoi je bosse. Alors, je vous ai dit que je travaille sur les glaciers. Ouais. Donc, je vais vous expliquer de manière très simple les mots. Voilà. Comme ça, vous entamerez une réflexion, n'est-ce pas? Et vous allez faire une découverte avec une énorme rapidité de mon sujet de thèse qui a beaucoup d'avancées en ce moment. Et bon. On essaiera après. Mais promis, je le remets. Alors, très simple, mon sujet de thèse. On prend. Je travaille sur des images satellites. On prend l'image A, puis l'image B. Jusqu'à tout va bien? Oui. Vous me dites, hein, parce que j'avoue que parfois, je suis perdu. Ok. Alors, dans l'image A, on va chercher un point qu'on va essayer de corréler avec l'image B par un procédé dit de corrélation, n'est-ce pas? Et alors, par ce procédé de corrélation, on va chercher des voisinages dans l'image B qui, projetés dans une géométrie radar qui n'est pas la même que l'image A, vont permettre de calculer un déplacement en X et en Y du glacier, n'est-ce pas? Ça, évidemment, il faut avoir un modèle numérique de terrain pour modèle numérique de terrain. Alors, attends, je refais. Oublie. Alors, on a une image A, hein, on a une image B. Dans la géométrie de B, les points semblables à A, et donc
et donc par cette mesure de similarité, donc avec une fonction complexe, et bon ça a priori on l'a, enfin c'est pas très compliqué parce que la fonction complexe, si c'est C de I de C1 fois C2, et qu'on fait une mesure sur les vecteurs propres sur l'image de A, on va avoir tout un voisinage ici. Bon ça dépend beaucoup de la fenêtre qu'on prend ici, la taille de la fenêtre, c'est important. C'est important, la taille de la fenêtre. C'est dingue, j'arrive pas à expliquer mon sujet de thèse, quoi. Putain, comment je vais faire? J'arrive pas à expliquer mon sujet de thèse. Vous êtes. Bon. Alors attendez, non, je vais reprendre mes esprits. Alors, ça me fait penser à un truc. L'autre jour, j'ai un pote qui voulait faire un reportage journalistique sur ce que je faisais, sur ce quoi je travaillais. Et donc il est venu au labo avec son appareil photo, avec son bloc-notes, et en fait il voulait faire une sorte de vidéo à la fin sur les chercheurs qui cherchent sur les glaciers. Il voulait illustrer ça avec des images sur les ordis, sur plein de choses, des choses super. Et alors il est passé dans les bureaux et on devait lui expliquer sur notre sujet. Et alors moi je lui explique et tout, hein, comme ça, enfin, dans genre facile quoi. Et puis, à la fin, il me fait waouh, c'est super ce que vous faites, c'est balèze quoi. Ah ouais. Moi je lui dis attends, tu sais, on cherche beaucoup, mais on ne trouve quasiment jamais. C'est genre la phrase bateau. Et il me dit par contre, là il se prépare à dire un truc qui va pas être sympa, je le sens. Il me dit par contre, qu'est-ce que vous êtes nul pour expliquer ce que vous faites? Moi, tu es sérieux? Attends, quand même, attends. Alors, au fond de moi, il m'avait tué, il m'avait décomposé, quoi. Je disais, mais attends, non, attends, quand même, on fait des efforts, quoi. Il me dit, non, mais attends, t'es la troisième personne à qui je parle, j'ai pas compris sur 3 personnes ce que vous avez à faire, quoi. Bon, quand même. Et là, je me dis, mais est-ce qu'en fait, toute cette mystification de la science, là, vous savez, ces scientifiques, là, on ne sait pas trop ce qu'ils font, et puis ils nous sortent des vérités, et on les croit parce que... Est-ce que c'est de notre faute, en fait, tout ça, toute cette mystification du progrès de la science, de la technologisation de la société? Est-ce que c'est nous, en fait, qui maintenons ce mythe? Vous savez, Ivan Illich, il le disait un peu, quoi. Et je me dis, mais peut-être, quoi. Peut-être qu'il faudrait juste s'exprimer différemment. Ouais, mais enfin... Attends. Ouais. En même temps, s'expliquer dans des mots simples, hein, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, si moi j'explique en des termes simples, ça perd tout son intérêt, ça ne veut plus rien dire, quoi. Hein. Puis de toute façon, même si j'explique dans des mots simples, vous comprendriez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais... c'est un peu de votre faute aussi, quoi. Hein, faut essayer de faire un effort, faut comprendre ce qu'on fait, quoi. Nous, on n'est pas là pour vous dire ce qu'on fait. Hein. Bah si, non. Bon, ok, d'accord. Excusez-moi. Vous avez raison. Je vais vous prouver, tout de suite maintenant, qu'un apprenti scientifique comme moi peut vous expliquer simplement son sujet de thèse. Il ne faut pas avoir besoin de ça. J'étudie le déplacement des glaciers avec des images satellites. Donc en fait, le principe du truc, on a bien 2 images prises à 2 temps différents. Une image en août, une image en septembre. On vient les superposer et on va regarder les points qui sont similaires dans les 2 images, du même endroit. D'accord? C'est comme si je prends une photo de vous maintenant, une photo de vous dans 20 minutes, et ben on va pouvoir qui a bougé et qui n'a pas bougé. C'est la même chose avec les glaciers. Avec des techniques donc, pour mesurer ce déplacement-là, donc c'est des techniques de corrélation, on va étudier le déplacement de surface des glaciers dans le temps. Tout simplement. Alors après, il y a des zones sur les glaciers qui sont un peu plus difficiles à analyser et dont on connaît moins le déplacement. C'est des zones un peu... des zones d'ombre, vous savez. Donc ça fait des trous,
des zones où on n'a pas notre vitesse de déplacement. Et donc, tout le but de ma thèse, c'est d'essayer, avec des méthodes dites statistiques, d'essayer de calculer le déplacement dans ces zones-là. Donc, qu'est-ce qui peut créer, qu'est-ce qui peut faire qu'on n'arrive pas à calculer un déplacement sur une zone du glacier? Typiquement, il y a eu beaucoup de neige entre les deux images, beaucoup de neige, donc ça vient bruiter notre image, on va avoir une sorte de signal qu'on ne comprend pas, donc on ne va pas pouvoir faire le calcul, mais ça peut être plein d'autres choses, ça peut être l'image, la qualité de l'image qui n'est pas bonne en fait. Et donc nous, avec des méthodes statistiques, donc on va faire, c'est des maths appliquées, des maths appliquées, de l'informatique, tout ça, et ben on va essayer de calculer, en fonction par exemple des points qui sont autour, en fait, on va faire de l'interpolation. Vous voyez l'interpolation, interpolation, une courbe, par exemple j'ai une courbe, comme ça, je vais essayer de trouver ce qui est là, en sachant les points qui sont autour. Alors moi je fais pareil, mais sur des images. Bon. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Ouh, yeah. Ok. Bon, eh ben, c'est pas notre faute alors, hein? C'est-à-dire que si vous avez les mots choisis pour vous expliquer... Exactement. Bah oui. Alors, en entrant en thèse, donc là on arrive au moment où j'arrive en thèse, je découvre la loi que les Anglais nomment Publish or Perish. Bon, ça c'est pas nouveau, hein. Publish or Perish. En français, publier ou mourir. C'est un prof qui dit ça. Commence bien. Alors, publier ou mourir, ah oui, parce que, alors, donc, pour valider sa thèse, donc pour défendre sa thèse devant un jury composé de professeurs, d'experts, il faut avoir publié dans une revue scientifique, généralement internationale, ou alors dans une conférence internationale, suivant les thématiques de recherche. Par exemple, en informatique, c'est que dans des conférences, presque. Il y a d'autres domaines où c'est que dans des revues, etc., etc. Et donc, il faut que ces revues, elles aient un comité de lecture. Alors, qu'est-ce qu'un comité de lecture? Un comité de lecture, ce sont des chercheurs, comme moi, qui font de la recherche sur le même sujet et qui vont, lorsque je vais poster mon article sur la revue, ils vont le recevoir, enfin, ils vont se proposer, ou ils vont être contactés par la revue pour relire mon article et pour poser des questions, et surtout pour le critiquer. Parce que c'est l'élément fondamental de toute démarche scientifique, c'est d'être critiqué par des pairs. Donc c'est la communication en fait. Et donc ils vont renvoyer leurs questionnements et on va être accepté ou pas, ou rejeté par la revue, etc. Donc moi, il y a quelques mois, j'ai posté un article scientifique sur une revue en mai. J'ai reçu la réponse il y a 3 semaines et je ne suis pas accepté. Alors, je ne suis pas rejeté non plus. Ah oui, c'est différent. C'est-à-dire que je suis accepté à condition que je fasse des modifications sur mon article. Voilà. Bon, c'est ce qu'on appelle une révision majeure. Bon, ouais. Donc je vais le resoumettre dans quelques temps. Alors, en postant mon article en ligne, il s'est passé quelque chose d'assez inattendu, encore une fois. Je vais sur la page de la revue scientifique, qui est une revue à renommée internationale. Il se trouve que pour mettre l'article en ligne, il y a des frais d'édition. Pour tout article dont la taille est supérieure à 6 pages, il y a $200 de frais d'édition par page supplémentaire. 6 pages, c'est pas beaucoup. Mon article, il fait 20 pages. 6 plus 12, 20, moins 6, 14. 14 fois 200, $2800 de frais d'édition. Donc c'est pas payé, mais on essaye du coup de réduire un peu, parce que vous savez, sinon on paye un peu cher. Donc je découvre ça, et là je me dis, ah quand même, c'est cher pour ce que c'est. Les frais d'édition, aujourd'hui tout se fait en ligne. Vous savez, on n'a plus... Les articles sont très rarement imprimés. Donc l'édition en ligne, c'est peu onéreux par rapport à ce qu'on avait avant. En plus de ça, si je veux des graphiques en couleur, bon alors si je décide d'imprimer mon article et que je veux des graphiques en couleur,
Eh bien, c'est 275 $ par graphique en couleur imprimé. Je crois que je ne vais pas l'imprimer dans l'article. Et pas en couleur. Bon, là, ça fait un peu cher, ouais, j'avoue. Bon, alors, miracle, après tout ça, je descends tout en bas de la page internet de l'article de la revue, et il y a un petit bouton option Open Access. Alors, Open Access, c'est, comment dire, accès libre, accès ouvert. Donc ça veut dire que, en fait, tout le monde peut y accéder sans payer. Hein. C'est génial. Donc je clique sur l'option Open Access, parce que moi, je veux que mon article soit visible par tout le monde. Hein. Pas seulement par des scientifiques, mais pourquoi pas le mettre sur des plateformes en ligne. Hein. Option Open Access, je clique dessus, je me dis c'est génial, et pourquoi cette option 2000 $, l'option Open Access. Alors je fais un compte, j'ai ramené un chèque, vous voulez qu'on fasse le compte avec 2000. Ouais, ça fait 4800. Alors j'ai pas compté les graphiques, bon on est à peu près 6000 $, hein, parce que j'ai pas mal de graphiques quand même. Alors ce qu'on a fait, du coup avec Cédric, c'est qu'on a disposé un chapeau à l'entrée de la salle, et on fait un financement participatif. Non mais c'est pas une blague. Hein. Cagnotte. Cagnotte. Parce que j'ai besoin de thunes en fait. Bon. Ah non, attendez, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Les chercheurs qui font partie du comité de lecture, ils ne sont pas rémunérés pour questionner mon article. D'accord? Ils ne sont pas payés pour ça. Et moi, je ne suis pas non plus payé pour mettre un article en ligne. Et, troisième chose, les universités doivent payer des abonnements en ligne pour avoir accès aux articles que les chercheurs dont elles font partie publient. Pour résumer, on a un système qui dispose d'une main-d'œuvre, les chercheurs, qui l'alimente en contenu scientifique et qui utilise cette même main-d'œuvre pour juger de la qualité de ce contenu. Et ça sans payer un seul sou. Et nous, de notre côté, on doit payer donc déjà pour les abonnements, et puis au moins pour le mettre en ligne. Donc on paye au moins 2 fois. Et ça, c'est de l'argent public, en fait, puisque ce sont les universités qui payent. Mesdames et messieurs, je vous présente le système de l'édition scientifique. Ah oui. Système économique de génie. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Faire travailler des gens gratuitement? Enfin, je veux dire, c'est génial, quoi. Bon, alors, ok, vous me direz, on est rémunéré par d'autres organismes, etc. Et je pense sincèrement que ça serait une mauvaise idée d'être rémunéré pour publier des articles ou pour les critiquer, enfin, pour faire partie du comité de lecture. Je pense que c'est une mauvaise idée. Et quand même, ça pose beaucoup de questions. Hein. Pour couronner le tout, en mettant cet article en ligne, j'ai cédé mes droits d'auteur. Donc c'est-à-dire que la revue scientifique dispose totalement... en fait, moi, je n'ai pas le droit, c'est plutôt ça, moi, je n'ai pas le droit de mettre mon article en ligne en dehors de la plateforme prévue par cette revue scientifique. Et donc, il est payant exclusivement. Alors, je peux le mettre sur ma page personnelle à certaines conditions pendant le processus de publication, mais pas la version finale. Ok. Alors, petite précision qui est importante à noter, là, je parle de certaines revues dans le monde de l'édition scientifique. D'accord ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui vont dans le sens inverse, et qui vont vraiment vers une diffusion libre de la connaissance. D'accord ? Et il y a d'autres thématiques de recherche, comme les sciences humaines et sociales, qui disposent de beaucoup de revues à accès libre. Donc, je ne parle pas de ces thématiques-là, parce qu'on pourrait penser, ah, l'édition scientifique, c'est que des méchants. Non. Il y a aussi d'autres... Alors, il faut dire qu'en sciences humaines et sociales, en fait, quand on est doctorant, on n'est pas payé aussi. C'est le revers de la médaille, hein, vous savez. Alors, tu as tout le savoir que tu veux en ligne, mais par contre, tu n'es pas trop rémunéré, hein, parce qu'il n'y a pas les secours. Donc, c'est rare d'avoir une bourse de l'argent et être rémunéré en sciences sociales pour faire une thèse. Donc, je me sens chanceux de ce côté-là. Donc, le savoir
a réellement un prix, hein, en fait. Là, je parlais d'Ivan Illich tout à l'heure. Ivan Illich, il parlait déjà de ce savoir, donc comme capital culturel, n'est-ce pas? Donc c'est un capital culturel, mais c'est plus que ça, c'est un capital économique. Hein. Si on a du savoir, quelque part, on a beaucoup de pouvoir. Moi, il me semblerait quand même logique que des connaissances qui sont de la recherche, du savoir qui est produit dans des laboratoires financés par de la recherche publique, soient rendues publiques. Mais non, en fait, on est en présence d'un système, pour quelques revues scientifiques, qui marchandise ce savoir, qui le privatise et qui se fait beaucoup d'argent à partir de pas grand-chose, en fait. Moi, je le ressens comme une très grande injustice. Et pourtant, vous savez quoi? Je suis complètement bloqué. Pourquoi? Parce qu'il faut que je publie dans des revues à renommée internationale pour avoir ma thèse. Et ces revues-là, souvent, elles sont payantes. Et oui, parce que si moi, demain, je décide de mettre tous mes articles en ligne, en libre accès, donc il y a des plateformes qui existent, hein, donc Archive, je vais en parler tout à l'heure, par exemple, c'est une plateforme où on peut déposer son article en cours de recherche ou finalisé. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Moi, si je fais ça, je ne suis pas sûr que ça passe à la fin, je ne suis pas sûr que ce soit validé par mon comité de thèse, enfin pour mon jury de thèse, pardon. Bon. Oui, mais oui. dans ce cas, on pourrait mettre sur la plateforme l'article non finalisé et le donner en finalisé à la revue scientifique. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait, mais c'est pas encore automatique. C'est pas encore démocratisé comme ça. Ça se fait. Alors là, enfin voilà, ma croyance quelque part en la science, hein, en la diffusion de la connaissance, au progrès, quelque part, elle s'effondre. Enfin, vous voyez, j'ai plus trop d'espoir en fait, parce que je me rends compte que en fait, j'ai essayé de m'écarter de tout type d'intérêt, de vouloir faire une recherche qui soit la plus indépendante possible, et en fait, je me retrouve quand même bloqué dans ces engrenages, et en fait, ça me plaît pas complètement, quoi. Sans parler de la recherche qui est guidée par des intérêts industriels, hein, des intérêts économiques. Et ça représente un énorme pan de la recherche aujourd'hui. Enfin, si c'est pas la majeure partie de la recherche, j'ai pas de chiffre en tête, mais aujourd'hui, faire de la recherche financée 100% par de l'argent public et complètement indépendante, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, ça se fait de moins en moins. Bon, et toutes ces technologies, les NBIC, là, j'ai oublié le nanobiotech informatique sciences cognitives, enfin, ça regroupe des pans de recherche. Donc souvent la recherche va, dans ces cas-là, elle va répondre à un besoin économique, à un besoin industriel, et pas alors que idéalement on devrait pouvoir avoir une recherche qui soit bien, ça c'est mon point de vue, hein, mais qui soit l'initiative des chercheurs eux-mêmes, qui ne soit pas guidée par voilà. Alors après, il y a des choses qui sont très utiles. Il y a des choses qui sont... on parlait aussi de l'utilité de la recherche. Mais ça pose la question de ce qu'est le progrès. Évidemment, s'il y a des choses qui sont utiles pour guérir certaines maladies, pour faire face à de nouveaux types de pollution, pour essayer de canaliser tout ça, des systèmes de recherche, des systèmes technologiques. Si c'est utile, ben c'est très bien, et ça peut répondre, si c'est financé par des industriels, pourquoi pas. Mais si cette recherche se retrouve cloîtrée dans du savoir universitaire et qu'elle n'est pas rendue publique, je veux dire, en fait, quelque part, c'est comme si on cachait, enfin, c'est comme si on cachait un peu la connaissance qu'on produisait nous-mêmes, quoi. C'est comme si on la mettait, on la chaînait, et puis elle serait réservée qu'à un certain type de personnes, aux savants, etc. etc. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'on peut mettre en danger quelque part la société si, voilà, je parlais de la recherche sur la pollution, la recherche sur les cancers, la recherche sur des problématiques qui nous concernent et qui sont, on va dire, d'utilité publique. Si cette recherche est marchandisée, privatisée et accessible qu'à un petit nombre de personnes, quelque part, il y a une injustice. Alors après, ça pose la question
de la vulgarisation. Et comment est-ce que... alors moi, j'aime pas du tout ce mot, vulgarisation. Moi, je préfère dire démocratisation de la science. Et ça pose aussi... Parce qu'il faut pouvoir aussi faire en sorte que les personnes, les citoyens, soient au courant de la recherche qui est en cours. Et il faut qu'ils aient les moyens de dire leurs mots et d'avoir leur avis sur la nécessité, sur la souhaitabilité de certaines innovations. Bon. Aujourd'hui, en France, il y a un comité qui s'appelle le Comité national consultatif d'éthique, qui, justement, est là pour décider ou pour prendre des décisions sur la souhaitabilité d'une innovation, sur est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est éthique, est-ce que voilà. Et ce comité, il est composé de chercheurs, d'experts, d'universitaires, de politiques, mais aussi d'industriels. Il n'y a pas de citoyens dans ce comité-là. Il n'y a pas de gens comme vous et moi, en fait. Enfin, moi, si j'y vais, je suis un chercheur, en fait. Donc, ça vaut pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà. Donc, quelque part, il y a un truc qui me pose problème. Et moi, je rêve complètement d'un monde où on aurait tous le droit de, quelque part, d'opposer notre veto ou de je ne sais pas, de dire notre avis sur ce qu'on pense d'une certaine technologie qui va tous nous concerner demain, en fait, et qui peut avoir un effet sur notre manière d'interagir avec tout le monde, sur notre manière de décider. Je pense là maintenant à l'intelligence artificielle. Je suis en train de lire un bouquin aujourd'hui, en ce moment là, c'est un bouquin d'Éric Sadin, qui s'appelle L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Et je suis en train de péter un câble, quoi, parce que le gars, c'est un philosophe, et il dit que, en gros, l'intelligence artificielle, tous les systèmes de l'intelligence artificielle, on a tendance à dire qu'ils sont mauvais parce qu'ils nous prennent nos données, hein, les données personnelles. Mais en fait, c'est pas du tout que ça. À terme, il y a un risque qu'ils modifient nos comportements sociétaux et ils modifient notre capacité d'agir et de décider. Et c'est ça qui est super grave, en fait. Parce que, moi, perso, je trouve ça très très grave. Alors, je suis pas en train de vous dire c'est très grave, pensez comme moi, non. Mais moi, je trouve ça grave qu'on me dise comment me comporter dans une société par des systèmes, par des écrans, par des trucs, par des portails de sécurité, par des caméras, par des applis et tout. Enfin, c'est le crédit social, quoi. C'est la surveillance. Ça se passe en Chine en ce moment. Enfin, c'est... Bref. Donc là, j'étais censé dire... Ouais, mais ça, bon, c'est un texte. Hein. Quelque part au fond de moi, j'ai envie de tout arrêter. Non, mais c'est vrai. J'ai envie de tout arrêter, quoi. Je me dis, bon, même si vous direz, moi, je suis peut-être méchant avec moi-même, mais voilà, à quoi bon continuer hein, si tout ce que je produis ne se retrouve que dans un cercle fermé, quoi. Privatisé, marchandisé, et qui cherche et qui est destiné qu'à n'enrichir qu'une poignée de personnes. Moi, je sais pas, ça me gêne. Voilà. Bon. Alors on va passer aux alternatives. Oui, parce qu'on va quand même finir sur une note un peu plus joyeuse. Hein. Ouais, bon, futur. Je suis toujours aussi mauvais là-dedans. Alors je vais parler d'un site internet. Je parlais d'Archive tout à l'heure. Archive, donc c'est une plateforme qui permet à des chercheurs de mettre leurs articles en cours d'écriture, donc leurs travaux, sur une plateforme visible par tous. Et en fait, c'est une manière aussi d'avoir des retours d'autres chercheurs. Donc ça fait vraiment partie de cette démarche scientifique, donc de communication avec les pairs des autres chercheurs. Donc c'est très intéressant, il y a Archive, mais c'est pas du tout démocratisé. Il y a plein de domaines où les gens n'ont pas du tout cette habitude. Et il y a aussi beaucoup de revues qui interdisent de publier même des articles en cours d'écriture dans ce type de revue un peu marginale. Il y a un autre site web qui s'appelle SciHub. Je le mets dans la lumière. SciHub. Quelqu'un a entendu parler de SciHub? Super. C'est génial, parce que vous savez savoir ce que c'est. SciHub, c'est un site pirate. Aïe, aïe, aïe. Et oui. Ouais, moi aussi, ça me désole d'avoir à parler de ça aujourd'hui. Mais c'est un site pirate qui a été fondé par une chercheuse en neurosciences kazakh, qui s'appelle Alexandra Elbakian. Et donc, sur ce site-là, on va retrouver justement tous les articles
enfin pas tous, mais une grande partie des articles scientifiques qui sont payants, on va les retrouver sur cette plateforme. Donc quelque part, cette chercheuse-là, elle a piraté les articles scientifiques payants pour les mettre dans cette base de données-là. Donc aujourd'hui, elle est recherchée dans le monde entier. Il y a les grandes maisons d'édition scientifique qui ont porté plainte contre elle, et donc elle est un peu dans... elle se cache. Sci-Hub, le plus grand nombre de connexions de Sci-Hub, c'est dans les pays en développement, donc là où il n'y a pas beaucoup d'argent pour la recherche, où les universités, les bibliothèques ne peuvent pas payer des abonnements aux revues. Moi, je pourrais difficilement faire ma thèse sans Sci-Hub. Ouais, parce que l'université n'a pas les moyens de payer des abonnements aux revues auxquelles je veux avoir accès pour consulter des articles scientifiques. En fait, pour me documenter, tout simplement. Préciser le prix de ces abonnements qui est en milliers d'euros. Hein. Bien sûr, ouais, pour avoir accès à un seul article, donc d'une dizaine de pages, il faut payer généralement entre 30 et 60 $, 30 et 60 euros, un seul article qui fait quoi, 10-15 pages, quoi. Alors imaginez un abonnement annuel, c'est exorbitant, et pour une université, pour des bibliothèques, pour des médiathèques, c'est faramineux. Donc je tenais à parler de Sci-Hub, qui aujourd'hui, les chercheurs ne s'en cachent plus, hein. Ils vont sur Sci-Hub, ils savent que ce site est illégal, mais ils y vont quand même. Et moi j'y vais, et sans ça, bah, c'est triste, je suis d'accord, mais je pourrais pas avancer dans ma documentation. Puis il y a aussi d'autres moyens de reprendre possession quelque part de ce savoir qui serait un peu détenu, caché, privatisé, marchandisé. Donc là, je vais parler de moyens pratiques, par exemple pour tout le monde, pour tous les citoyens. Donc typiquement, pendant la fête de la science, il se passe beaucoup de choses. C'est le moment où on peut être en contact avec des chercheurs, et justement c'est le moment où on peut aller voir ce qu'ils font. Et moi, je vous encourage vraiment à aller au contact des chercheurs, mais pas seulement leur poser des questions sur ce qu'ils font, sur des détails techniques, tout ça, ils savent vous répondre. Mais sur l'utilité et sur est-ce que ça vaut le coup de faire ça, pourquoi est-ce que vous faites ça, enfin, vous savez, des questions un peu plus existentielles, un peu plus philosophiques, que les chercheurs souvent ne se posent pas. Parce que souvent, on est dans la recherche, on ne se pose pas la question des conséquences sur comment est-ce que celle-ci peut être utilisée plus tard. Alors, c'est peut-être difficile à poser comme question, mais voilà. Donc, pendant la fête de la science, il se passe beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle les cafés des sciences. C'est des sites internet, les cafés des sciences. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les réseaux, alors ça c'est une autre type d'initiative, mais ça permet d'échanger des savoirs, les réseaux d'échange réciproque des savoirs, vous avez peut-être dû en entendre parler. C'est une manière en fait, on part du principe que tout le monde a quelque chose à apporter, donc les gens ne sont experts en rien du tout, et en fait tout le monde va pouvoir apporter son savoir dans un domaine, et ça permet justement de ne plus avoir affaire à cette figure d'expert. Et en fait, on part du principe que tout le monde sait quelque chose, quoi. Alors, j'en ai écrit d'autres. Il y a Pint of Science. Alors, c'est des trucs super. Pint of Science, c'est des chercheurs qui se retrouvent avec des gens dans des bars, donc autour d'une bière, autour d'un verre, autour de n'importe quoi, pour parler de science. Et voilà, ça peut être des moments d'intimité, un peu, où on peut se retrouver face aux chercheurs et on peut vraiment lui poser des questions, aller les titiller un peu. Donc, voilà. Je pense que c'est important. Il y a aussi l'Observatoire participatif de la biodiversité. Alors, je parlais de cette séparation citoyen-chercheur. Là, justement, j'essaie, à travers mon discours, d'essayer d'unifier un peu tout ça et de dire qu'au final, on a tous le droit de chercher, on a tous le droit de participer à la science et de questionner les scientifiques. Donc, l'Observatoire participatif de la biodiversité, c'est en fait un moyen de donner... de faire des recherches dans son jardin, donc sur la biodiversité, et d'envoyer ça à des laboratoires. Donc il y a un observatoire des escargots, par exemple. Vous pouvez aller dans votre jardin, des oiseaux, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez prendre des mesures, tout ça. Et ça c'est, vous pouvez participer en c'est plus ce qu'on appelle de la science participative. Bon, voilà. Alors, bon, grâce à Serena, je vous parlais de Serena, j'ai quelque peu été converti un peu à
à la philo. Il y a un écrivain, philosophe, autrichien, qui s'appelle Paul Feyerabend, et qui a écrit un livre qui s'appelle Contre la méthode. Contre la méthode, déjà, le titre est évocateur. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Contre la méthode? En fait, il dit que il n'existe aucun critère objectif pour juger de la qualité d'une science, ou de sa non-qualité. Enfin, voilà. Donc, en gros, on ne peut pas dire si une science est meilleure qu'une autre, on ne peut pas dire si une science est mauvaise, on ne peut pas dire... voilà. On ne peut pas juger objectivement, il n'y a pas de critères. Et donc il dit, en fait, il démonte ce qu'on appelle la méthode scientifique, et en fait, il cherche à unifier quelque part les sciences et les pseudosciences ou les non-sciences. En fait, il dit que tout savoir se vaut. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas certains consensus au sein des laboratoires. Quand on fait des expériences, par exemple, on va voir qu'une expérience ne marche pas, et bien on va faire autre chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un consensus. Et puis, il y a ce qu'on appelle la communication avec les pairs, la critique par les pairs. Enfin, tout ça, ça joue dans la démarche scientifique, mais ça n'est pas la méthode scientifique. Ce sont deux choses différentes. Donc, je vais vous citer un petit passage. Dès les premières lignes de son livre, il annonce que « Il est clair, de l'idée d'une méthode fixe ou d'une théorie fixe de la rationalité repose sur une conception trop naïve de l'homme et de son environnement social. Il devient clair qu'il y a un seul principe à défendre en toutes circonstances et à tous les stades du développement humain, c'est le principe « tout est bon ». Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi alors? Pourquoi pas? En vrai, ce qu'il dit, c'est que tout est bon. Mon savoir est bon, votre savoir est bon, notre savoir est bon, hein. Tout est bon à prendre et toutes les méthodes sont bonnes pour y arriver. C'est ça qu'il dit. C'est pas qu'il dit. En fait, ce qu'il dénonce, c'est qu'il y a une méthode scientifique et que celle-ci soit valable face aux autres méthodes non scientifiques. Vous voyez? Et il prouve, en fait, avec des arguments historiques, que certaines des plus grandes découvertes n'ont pas été effectuées avec des méthodes très précises par des chercheurs qui savaient comment ils allaient faire de A à Z. Non, certaines découvertes ont été faites par des contre-exemples, en reprenant ou alors en reprenant des théories qui étaient complètement falsifiées depuis longtemps, des théories qui étaient vieilles, des gens ont repris des choses, et en fait il y a eu ce mélange en fait il dit qu'il y a un peu un chaos, quoi. Et alors, dans son titre, il dit « esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance ». Parce que quelque part, en fait, il démontre que voilà, il n'y a pas une seule méthode, et des gens par exemple qui se sont penchés sur la théorie de Copernic, qui avait l'air d'être super vieille sur l'alignement des planètes, etc. Excusez-moi, ont réussi à prouver certaines choses qui ont été utiles dans les sciences modernes, dans la physique moderne. Et voilà. Alors, moi, ça c'est ce que dit Paul, mais moi je l'interprète un peu comme quelque part la fin, enfin ce qu'il veut dire c'est que le mythe du savant, du coup, quelque part, se détériore, quoi. Puisque si toutes les méthodes sont bonnes à prendre, ça veut dire que tout le monde peut décider de chercher, tout le monde peut décider d'avoir sa méthode, et tout le monde peut reprendre en main son savoir et le valoriser. Et donc, quelque part, fini le mythe du savant, hein, fini le mythe du scientifique tout-puissant en blouse blanche, fini les intérêts, quoi, fini les intérêts économiques, fini les lobbies. Hein, voilà. Le finir. Bon, c'est un peu suggestif. Mais... Alors, j'aimerais, pour finir, vous parler d'un mouvement qui est né l'année dernière, qui s'appelle l'Internationale des savoirs pour tous. C'est un mouvement qui a été créé suite à une assemblée politique et qui a écrit un manifeste et qui a appelé dans le monde entier des signataires, donc des associations, des chercheurs, des citoyens, tout type de personnes, en fait, tout type d'entités. Et en fait, ce mouvement veut promouvoir la libre diffusion de la connaissance, tout en dénonçant l'austérité au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc a lancé
ce mouvement de signature-là. Si ça vous intéresse, je vous invite à les signer, à aller consulter leur... moi, c'est un mouvement qui m'a, à travers leur manifeste, à travers leur page web, ils ont un blog avec des articles, etc. Et ça m'a beaucoup influencé pour écrire tout ça. Et ils font leur première rencontre en novembre. Les personnes qui ont signé ne se sont jamais rencontrées. Et en novembre, à Marseille, il va y avoir une première rencontre donc de tous ces gens qui, en fait, pensent que le savoir l'accès au savoir devrait être libre et gratuit, l'université devrait être gratuite, et que toutes ces recherches-là, toute cette connaissance ne devrait pas être marchandisée ou privatisée. Donc, à Marseille, si vous avez le temps, venez, et puis dans un premier temps, allez sur leur site, l'International des savoirs pour tous. Je fais de la pub, je sais que tu es anti-pub, mais c'est pas grave. Donc ça, c'était le mot pas tout à fait de la fin, donc c'est un mouvement qui me tient à cœur. Et puis pour finir, je vais vous réciter un tout petit poème. C'est pas un poème en fait, c'est une sorte de slam. En fait, il y a quelques mois, j'ai participé à un atelier d'écriture. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et le but, c'était d'écrire 2 strophes de 4 vers, avec 3 contraintes. Donc la première, c'était de mettre 3 mots, donc philistin, non 2 mots, philistin et anaphylactique. Alors, anaphylactique, vous savez ce que c'est quand on a, par exemple, c'est un choc, donc par exemple, quand on se fait injecter avec une seringue, on a un choc anaphylactique. Alors, j'ai jamais eu de choc anaphylactique, donc je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est une réaction du corps à l'injection à une seringue, etc. Philistin, c'est un peu une personne machiavélique, enfin, un philistin. Voilà. Et puis, 2 autres, vous devez mettre une référence, donc une référence à n'importe quoi, un film, etc., et un jeu de mots. Bon. Tout ça sur 2 strophes de 4 vers. Et ça a duré 1h30, alors on ne voulait pas. Voilà. Et donc j'ai écrit, en fait, il se trouve, sur ce thème-là, sur le thème, et donc ça donne « Bataillon effréné de blouses blanches, toutes guidées par la même main invisible, celle d'un Philistin déclencheur d'avalanche, inconsciente d'une science devenue risible. Les indignés s'empressent à faire barrage face à la dérive prolifique, la chair contre la machine dont les rouages, source d'échecs anaphylactiques. » Waouh! Merci.